bonjour Michel. Alexandre Bellas, je suis ravi de ton accueil ici aujourd'hui parce que j'avais envie de commencer justement quand j'ai un petit peu parcouru alors sur Wikipédia et puis bien sûr je viens de te voir plusieurs fois en lecture au TNO. J'ai vu les études Sciences Po et IDEC. Alors IDEC ça me parle, à Sciences Po j'avais envie de te poser la première question, pourquoi est-ce que les parents qui voulaient que tu fasses des bonnes études ou est-ce que c'était... Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En deux mots, je voulais faire l'IDEC, j'ai préparé l'IDEC. Et à la fin de l'année préparatoire de l'IDEC, qui était une année sérieuse, qui se faisait au lycée Voltaire, avec Henri Agel, qui était un type magnifique et qui nous a appris vraiment à bien connaître le cinéma. Et là-dessus, à la fin de cette année, on décide qu'il n'y a plus de concours d'entrée à l'IDEC. Ah oui, c'est spécial, oui. C'est entre la 7e et 8e promotion. Si bien que vis-à-vis de mes parents, moi, qu'est-ce que c'est que cette école de rigolo? Vous préparez une école et on vous dit qu'il n'y a pas de concours qui est reporté d'1 an. Ouais. Donc moi, je me suis trouvé un petit peu le nez dans l'eau, parce que je tenais quand même à faire du cinéma, je m'occupais de ciné-club, je dirigeais même le ciné-club universitaire. Enfin, et là-dessus, pour, si j'ose dire, j'allais dire calmer mes parents, c'est un petit peu vrai, mais je dis, écoutez, je vais faire... Comme je sortais des bacs avec toutes les mentions, je pouvais rentrer à Sciences Po sans passer par l'année préparatoire. D'accord. Alors j'ai dit, je vais faire cette première année de Sciences Po, entre-temps, le concours, voilà. C'est ce qui s'est passé. Mais alors une fois que le concours, je suis rentré premier à l'IDEC, et là-dessus, j'étais bien empoisonné parce que j'avais pris goût quand même à Sciences Po, qui est une école passionnante. Si bien que j'ai conduit les deux de front. J'ai conduit les deux de front et je m'en suis pas mal sorti puisque je suis sorti major de ma promo à Sciences Po. Ah, quand même, ouais. Je suis, je pense, le seul major de la promo de Sciences Po qui n'ait pas fait l'ENA. Parce que le directeur me dit alors, mon cher, vous allez faire l'ENA? Je dis non, en aucun cas. Moi, ce que je veux faire, c'est du cinéma. Et j'ai bien fait de te poser cette question parce qu'effectivement, donc à la sortie de l'IDEC, j'étais comme tout le monde vérifié par le service militaire, mais j'avais entre l'IDEC, les relations que je m'étais faites au ciné-club, tout ça, j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main et pour faire un parcours, mais un parcours quelque sorte très intéressant parce que des gens de ma génération, Truffaut, Chabrol, n'ont pas fait d'école, ils sont rentrés directement dans la profession. Moi, je faisais partie du cinéma, de cette cinéma de qualité française qu'ils attaquaient. Dans ma tête, il fallait que je sois assistant pendant un certain nombre d'années avant de devenir metteur en scène. Si bien le parcours a été, alors qu'on est de la même génération, et je dois dire que eux, ça leur a plutôt réussi aussi, parce qu'ils avaient le talent, ils avaient l'entre-gens, ils ont su trouver le moyen d'avoir de l'argent, ce qui est un talent aussi, et ils ont fait des films dont certains sont superbes. Et voilà, nous, alors moi j'ai été vraiment empoisonné par le service militaire, chose que je crois qu'ils y avaient échappé en grande partie. Et moi, ça m'a pris 2 ans de ma vie quand même, au moment où on rentre dans la profession. Et puis après, je me suis trouvé un peu piégé dans une profession d'assistant metteur en scène, que par bonheur, j'ai pratiqué avec de très grands metteurs en scène. Et cette profession, quand on la fait bien, est passionnante. Parce qu'on vient, je ne vais pas être l'interlocuteur privilégié de Minelli, de René Clément, d'Henri Verneuil, avec lequel j'en ai fait 3. On apprend beaucoup de choses. On gagne très bien sa vie, bien sûr. C'est bien. On fait des voyages avec. Voilà. Donc, j'ai été un peu paresseux avant de me déclencher à la mise en scène, il faut bien le dire. Oui, alors donc si on commence effectivement, ça vient quand même assez vite, puisque en 1961, moi évidemment il y a une telle chronologie que j'ai relevé l'essentiel, on va dire, bien que toi ce que tu appellerais l'essentiel, ce serait certainement une autre configuration, mais évidemment le film Le Président avec Henri Verneuil. Alors juste pour rappeler un peu, pour que ça ait aussi
Un président avec Gabin surtout. Oui, bien un petit vernis cinématographique. C'est une adaptation du roman de Georges Simenon. Et évidemment, il y avait Jean Gabin, il y avait Bernard Blier, il y avait Henri Crémieux, quoi. Alors j'ai lu, il y a toute une liste, mais je n'allais pas les citer. Mais là, tu es assistant réalisateur quand même. Oui, donc, le président. Et je voulais en dire un peu plus sur ce... Je veux dire que ça m'a... Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer ce métier d'assistant. Je ne peux pas dire que je... Bon, mais alors, je savais bien qu'un jour ou l'autre, il fallait que je me lance moi-même. Oui, mais non. Il fallait que l'occasion se présente. Et donc l'occasion s'est présentée. J'ai fait quand même un court-métrage en Inde. Oui. J'allais en parler un peu après, effectivement. En 1964, le court-métrage One Day. Il y a eu un grand prix du cinéma indien. Grand prix du cinéma indien, grand prix du documentaire au Golden Gate Award à San Francisco, grand prix à Turin, grand prix à Melbourne. Enfin, j'ai ramassé je ne sais combien de prix avec. Et c'était un court-métrage de 18 minutes. Oui. Et que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire, avec mes élèves indiens, puisque j'étais là-bas en Inde envoyé comme professeur par l'administration Malraux à l'époque, auquel le cinéma indien avait demandé d'envoyer quelqu'un pour les aider à créer leur école. D'accord, on peut dire que c'est une commande presque d'André Malraux, enfin, c'était... c'est pas comme d'André Malraux, c'est-à-dire que c'est l'administration... Non, oui, c'est à l'époque de Malraux, oui, il y avait eu, je sais pas, Malraux ne m'a pas téléphoné pour me dire non, Jean-Michel. Mais c'était adoubé par le ministère de la Culture. Voilà, absolument. C'est ça. Verneuil, bon bah, si on parle de ce film, Le Président, on est obligé de parler de Jean Gabin. Donc un petit rappel pour tous les cinéphiles qui vont regarder notre reportage. Hein. Jean Gabin, Les Grandes Lignes, 1904-1976, une filmographie de 95 films, les plus connus. Un Gueule d'amour, Pépé le Moco, La Grande Illusion, Le Quai des Brumes, La Bête Humaine, Touchez pas au Grisby, La Traversée de Paris, Les Misérables, Archimède le Clochard, Un Saint-Jean d'hiver, avec Belmondo, Mélodie en sous-sol, Le Tonnerre de Dieu, Le Clan des Siciliens, Le Chat, avec Simone Signoret. Bon. Et Henri Verneuil, il faut quand même en dire deux mots. Henri Verneuil, 1920-2002. Et là aussi, il a tout un historique, les derniers, parce que sinon il y en a tellement. Au moins en 71, Le Casse, 73, Le Serpent, 75, Peur sur la ville, 79, I comme Icare. J'en ai fait 3 avec lui. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait... Alors Le Président, bien sûr. Oui, c'est terrible. J'ai fait Maxime. Ouais. J'ai fait L'Affaire d'une nuit et j'ai fait Le Président. Ah oui, c'est ça, Maxime. J'ai obligé de réfléchir parce que j'en ai fait beaucoup. Alors, si on remonte un peu dans la chronologie, je vois en 1964 La Tulipe Noire, encore avec les grands réalisateurs Christian Jacques. Et là... je travaillais comme metteur en scène de seconde équipe. D'accord. Enfin, je faisais plus d'assistanat, quoi. Je travaillais comme metteur en scène de seconde équipe, c'est-à-dire deuxième metteur en scène pour les poursuites, les cascades, pour toutes les scènes pour lesquelles on peut... le metteur en scène de première équipe peut se décharger sur quelqu'un d'autre. Et c'était toi. C'était moi, voilà. D'accord. Oui, alors pour un petit résumé très succinct, hein, c'est un des films déjà sur la veille de la Révolution française. Et qui a eu, j'ai découvert ça ce matin, qui a eu un record en URSS avec plus de 83 millions de vues. Oui, ça a été la Russie qui a été le meilleur eh bien, j'apprends quelque chose, je ne savais pas. C'est impressionnant. Alors, c'est une révolution française extrêmement fantaisiste, qui était tournée à Trujillo, dans l'ouest de l'Espagne, et on était très loin de la Bastille. C'est comme ça qu'il est résumé, oui. Tu vois, parce que bon, alors après, si je remonte en 66, j'ai aussi un autre réalisateur de niveau, René Clément, avec le film Paris-Voltil, ça c'était un gros truc. Assistant sur Paris-Voltil, c'était... Là, c'est assistant. Depuis 6 mois de ma vie, oui. Et là, c'est sur le grand thème de la libération de Paris. Ouais. Avec toute une trame de concurrence entre les communistes, les gaullistes. C'est ça, exactement. Et là aussi, une belle distribution. Il y a Belmondo,
il y a Charles Boyer, Oui. il y a Leslie Carr, Oui. et puis Alain Delon. Et j'étais étonné de voir aussi, parce que j'ai un vernis un peu plus même, mais là il y avait les Américains aussi, Kirk Douglas, Anthony Perkins. Ah, Anthony Perkins, Orson Welles. Et là, moi je les avais repérés, bon Anthony Perkins évidemment dans Hitchcock, Les Oiseaux, Orson Welles. mais tu es déjà là avec Orson Welles, dans Paris Brûle-t-il. C'est-à-dire que tu as fait 2 films qui s'appellent Les Suspects et Oublie-moi Mandoline. Oui. En 74, Les Suspects. Et là aussi, dans la distribution, on a le Michel Bouquet. Oui, j'ai une super distribution. Et c'est ça. J'en ai fait une feuille entière, rien que pour, rien que pour Les Suspects. Michel Bouquet. Michel Londal, Bruno Kremer, Jacques Fabry. Et c'est Paul Meurice, je croyais qu'il était déjà presque d'une époque un peu antérieure. Ça devait être son avant-dernier film, à Paul. Oui. Voilà. Gérard Jugnot, hein, quand tu dis j'ai fait naître des personnes qui sont devenues ensuite un plus ou moins célèbres. Ses premiers films, Gérard. Christian Clavier, Thierry Lhermitte. C'est impressionnant de voir que ces personnes-là, en fait, on les... Ils faisaient de la figuration, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient inconnus à l'époque, enfin de la figuration peut-être un peu intelligente. Alors, ils faisaient 3 répliques. Ouais. Alors en fait, ils sont dans leur début, quoi. C'est la première marche d'escalier, forcément. C'est pas tout de suite en haut de l'affiche, quoi. Alors Michel Bouquet, il faut quand même dire un petit mot, parce que c'est impressionnant. Il a aussi, comme toi, j'ai vu, tu es beaucoup à naviguer entre le cinéma et le théâtre. Michel Bouquet, 1925-2022, il a fait beaucoup de théâtre au TNP, il joue avec Abel Gans, Henri-Georges Clouzot, Henri Verneuil, Claude Chabrol, François Truffaut. Je me souviens de Paul Meurice. Ouais. On était à Saint-Rémy-de-Provence et on déjeune ensemble à l'hôtel. On dit un samedi ou enfin un jour on ne tournait pas. Et on vient le chercher parce qu'on lui dit qu'on le demande au téléphone. Ouais. Paul se lève au téléphone. Il revient. Mais c'est drôle quand on connaît Meurice. Hein. Mon cher Michel, vous ne savez pas ce qu'on vient de me proposer comme rôle. Couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Eh bien, j'ai refusé. Ah oui, quand même. Ouais. Mais il était à quel niveau? Il était déjà ah oui, connu. C'est le seul que j'ai eu à draguer pour qu'il le fasse, je dis. Les autres, ils l'ont fait spontanément. Connaissant mon passé à la télé, des anecdotes. J'ai surtout avec Jacques Fabry pour jouer le commissaire de police qui allait l'interviewer. Pour lui, Fabry avait l'image de ce que Fabry faisait au théâtre, à la famille Arlequin, tout ça, c'est-à-dire un comique des fois un petit peu. Et moi je connaissais Jacques et je savais qu'il pouvait faire ça très bien. Oui. C'est que j'ai organisé un déjeuner avant leur repas entre Fabry et Meurice. Comme il avait une certaine notoriété, il fallait un petit peu le draguer. Donc voilà, j'avais un peu dragué les autres, personne n'a hésité à faire le film. En fait, je voulais te demander si tu avais eu des échanges ou des collaborations professionnelles avec des gens comme Jean-Pierre Mocky, par exemple. Jamais. Voilà, attends, tu vois, c'est parce que vous êtes vraiment dans des chemins parallèles. Mais c'est pas sur la même planète. Oui, d'accord. Non, mais c'est ce que j'ai remarqué, donc tu me le confirmes. Et des gens comme Alain Delon. Alors oui, bien sûr, puisque j'ai fait La Tulipe Noire et j'ai fait Paris Brûle-t-il. Oui, voilà, il apparaît 2 fois, donc à un moment donné, tu... Donc, avec moi, personnellement, je n'ai jamais eu un plaindre de lui. C'était un homme tout à fait gentil, et dans La Tulipe Noire en particulier, j'étais metteur en scène de 2e équipe, et je faisais les duels en particulier. Oui. Et très souvent, être metteur en scène de 2e équipe, c'est un peu délicat, parce que des acteurs te font un peu la gueule, parce qu'ils voudraient seulement travailler avec le metteur en scène de la 1re équipe. Jamais, ça a été le cas de Funès par exemple, jamais a vécu de l'eau. Hein. Il a très bien, il a accepté que je le dirige en quelque sorte, très, très gentiment, et ça se poursuivait même avant d'aller déjeuner ensemble, tout ça. Enfin, il a toujours été
tout à fait charmant, avec moi, un grand professionnel. C'est ça, j'allais dire, il accepte l'organisation, le principe qu'il y a la première équipe, la deuxième. Ça, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnalités que tu as rencontrées aussi. Alors, il y en a certaines, moi, que j'ai retenues. Alors, Jean-Pierre Mocky, on en a parlé. Renaud, c'était étonnant, le chanteur Renaud. Ah bah Renaud, oui, Renaud, j'ai fait faire son premier film. J'ai trois grands à mon actif pour les avoir découverts, alors avoir fait leur premier film. C'est Renaud, c'est Coluche et c'est Franck Dubosc. Ah voilà, donc Franck Dubosc aussi. Alors, Renaud, je faisais des essais pour le film sur la neige de Noël qui est repassé, que Rambobina a passé l'année dernière à la télévision, 50 ans après, ça fait plaisir. Et j'ai cherché, et j'ai fait des essais, et puis bon, le talent, ça saute aux yeux. Hein. Ah bah Renaud, donc je fais une petite parenthèse, comme je t'ai dit à chaque fois, pour que les gens puissent un peu faire un raccord. Hein. Il est né en 1952, il a plus de 26 albums, il s'est inscrit, lui, dans un style entre le libertaire et l'argot, et puis bon, il a un peu décliné ensuite entre la dépression et l'alcoolisme, enfin il a quand même à son actif 25 millions d'exemplaires, donc c'est pas donné. Le talent était évident, puis après, je l'ai repris d'ailleurs une deuxième fois après dans Madame X. Ça m'a amusé, où là j'avais besoin d'un jeune homme bon chic, bon genre. Alors ça m'amusait de le mettre en smoking, un truc comme ça. Oui, et il a été très bien, bien sûr. Oui. C'est le jeu des paradoxes, voilà. Parce que c'est pas vraiment la première personne. Et là il commençait à être connu, on tournait en Savoie, et le soir après le repas, on allait écouter Renaud qui nous chantait Laisse Béton, ses chansons, il avait déjà écrit sa première chanson. Alors Coluche, c'est vrai que j'avais envie de m'y attarder un peu parce qu'évidemment, Coluche, c'est quand même aussi un personnage. Ouais. Non seulement, 1944-1986, il a, lui, un humoriste, un comédien, un philanthrope, et c'est celui qui a créé les Restos du Cœur qui existent encore aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que tu as pensé, par exemple, tu as travaillé avec lui, mais qu'est-ce que tu as pensé qu'il a même fait il y a même une petite séquence, un épisode, une tentative d'aller dans la politique, quoi, dans l'élection présidentielle. Est-ce que tu l'as connu à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout, je l'ai connu tout à fait à ses débuts. À tout début. Et j'ai fait la cloche tibétaine, et on a tourné entièrement presque en Turquie. Donc j'étais à côté de lui pendant 3 mois en Turquie, quoi. Hein, donc... non, j'ai pas eu à me plaindre de lui du tout, puis le talent là aussi était évident. Je l'avais découvert par hasard. Je jouais avec. Je tournais le 16 équerres brillants avec une fille qui s'appelait Brigitte Rohan, qui est devenue depuis. On a entendu parler aussi, qui est devenue metteur en scène depuis. Et Brigitte me dit écoute, en ce moment, avec des copains, on fait un petit spectacle, tu devrais venir voir. Bon. Et le spectacle, il le jouait au théâtre de l'Alliance française, boulevard Raspail. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce théâtre dans ta vie. C'est un tombeau à mise en scène. Ah bon. C'est vraiment un théâtre à la con, pas du tout à l'italienne, enfin vraiment... un bunker. Et on était 5. Et on a vu, tout d'un coup, au milieu, au moment où... avant que le rideau se lève, un type vient devant le rideau et mesurer avec des pas où était le centre exact de la scène, sans dire un mot. 5 minutes plus tard, on était 5, pliés en deux de rire. Je me dis, ce mec-là, faut pas le louper. Tout de suite, j'ai été le voir, j'ai pris ses coordonnées, et comme je tournais la cloche tibétaine peu de temps après, j'ai téléphoné et puis je l'ai engagé, quoi. Et puis il était vachement bien dans la cloche tibétaine. Et c'était Coluche. C'était Coluche, oui. Dans la cloche tibétaine, donc on part en Turquie, et puis on arrive à l'aéroport, toujours un autocar nous attend pour aller à l'hôtel, et je trouve que je suis à côté de Michel Coluche. Pour moi, c'était Michel Coluche. À côté de lui, à côté de moi, devant.
Et puis tout d'un coup, l'autobus s'arrête parce qu'il y avait des travaux, quoi. Et il me dit, c'est marrant de voir des travailleurs immigrés travailler à domicile. Ah oui. Oui, donc Formidable. J'ai dit, bon, voilà, je me suis marré, il m'a dit, maintenant, tu prends le scénario et t'occupes pas de ce qui est écrit, tu fais toi tes dialogues. Et effectivement, il l'a fait parce qu'il était bon, il était... Ah oui, non, mais donc, en fait... le talent explosait. C'est ça, tu as détecté des talents vraiment à l'état embryonnaire, quoi. Lorsque tu as découvert le film Citizen Kane d'Orson Welles, oui. Apparemment c'est un fort déclic. Je ne suis pas le seul, moi ça m'amuse de lire des mémoires en ce moment, des jeunes de ma génération comme Bertrand Tavernier ou comme, je sais pas, tous ont été... Alors j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce film? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Parce que c'est un film... ça m'a fasciné parce que tout d'un coup le cinéma devenait un moyen d'expression propre, particulier, imaginaire. C'était pas seulement une pièce de théâtre filmée, c'était pas seulement... Nous on a vu de la chance pendant la guerre, on a vu des films français qui étaient bien, on n'avait pas vu de films américains. Donc tout d'un coup les films américains débarquent. Moi je me rappelle le premier que j'ai vu c'était Les Trois Lanciers du Bengale. Donc c'était un film d'action, c'est bien, mais tout d'un coup on voit ça qui est vraiment un film, on voit ce que c'est qu'un film personnel, qu'un film d'auteur, quelqu'un qui a une histoire à raconter. Oui. Et ça a déclenché mon envie de faire du cinéma. Et ensuite, du coup je me suis inscrit à des ciné-clubs pour voir des films. Et je me suis inscrit abonné à une revue qui s'appelait Ciné-Vie, je m'en souviens, et qui proposait la visite de studios de cinéma à des lecteurs quoi, qui s'inscrivaient. On s'inscrivait en écrivant. Hein, c'est l'époque où il fallait demander si tu demandais le téléphone chez toi, tu avais 2 ans d'attente. Hein. Tu as dû connaître les studios qui existent toujours à Brie-sur-Marne. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Je les ai vus construire. Ah oui. Bon. Non, là, je te parle des studios. On m'a proposé de visiter Franqueur. Ouais. Franqueur, c'est les studios où il y a actuellement la Fémis, c'est à Franqueur. Elle a repris ces studios. C'est parmi les plus vieux studios de cinéma construits à Paris. C'était construit bien avant la guerre. D'accord. Et donc, avec un groupe, je sais pas, on était une douzaine, Cinévie avait organisé une visite de studio. Et je sais quand, avec précision, puisque ils étaient en train de tourner Le Silence est d'or de René Clair, 1946. Bon, j'avais 15 ans, je m'en rappelle très bien. Et là-dessus, je suis rentré et j'ai vu, c'était la scène dans Le Silence est d'or. Chaque fois que je revis le film, je revois le film, j'ai des larmes aux yeux. C'est la scène où le violoniste qui joue à François Perrier et je ne sais, je ne me rappelle plus le nom de la comédienne, elle n'a pas laissé un souvenir inoubliable. Pour les amants, c'est tous les jours, dimanche, la chanson devant Paris. Et puis je vois René Clair qui dirige tout ça. Je me dis, bon voilà, ça y est, c'est ça que je veux faire. Ce que fait ce monsieur, c'est ça que je veux faire. L'histoire est jolie parce que 10 ans après, en 56, je suis assistant de René Clair. Oui. Et 20 ans après, oui, c'est ce que tu disais. Je tourne sur le même plateau. Et cette période qui est importante, puisque en fait, je me suis intéressé aussi, c'est le néoréalisme. C'est quand même une période du cinéma qui s'étale de 1900 à peu près 43-55, même s'il y a beaucoup de discussions. Il y a plusieurs âges d'or du cinéma italien, tout le monde ne s'entend pas. Mais ça correspond à quelque chose que je connais bien, parce que donc j'ai dit que je me suis occupé de ciné-club, mais je me suis occupé très. J'ai été président du ciné-club universitaire pendant 5 ans, qui était le ciné-club important qu'il y avait à Paris entre 1948 et 1953. Quoi, oui, donc très jeune, même avant l'IDEC.
Et pendant, parce que Pendant l'IDEC. Pendant l'IDEC, c'est Sciences Po, qui était encore un truc que je faisais en plus. Et pendant ce temps-là, j'étais ceinture noire de judo. Et oui, on a aussi dans le club universitaire présenté beaucoup de films néo-réalistes italiens avant même qu'ils soient présentés dans les salles. C'est nous qui avons présenté en particulier, on a été les premiers à montrer à Paris le voleur de bicyclette. Je vais justement en parler. Bon, pour nos cinéphiles, on va rappeler 3 grands réalisateurs de cette époque du néo-réalisme. Rossellini, Visconti et Vittorio De Sica. Visconti, c'était pas le néo-réalisme. Oui, alors là, bon, c'est pareil, on a eu des discussions avec leur film Ossession. Il y en a beaucoup qui le classent dans le néo-réalisme. Ça se discute. Mais et Vittorio De Sica, le voleur de bicyclette, Roberto Rossellini, Rome Ville ouverte, par exemple. Oui, il y en a eu d'autres. Il y avait une fédération de ciné-clubs qui avait réussi à passer un arrangement avec les distributeurs italiens pour qu'on leur montre le film en avant-première avant qu'il soit en salle, parce que aussi ça permettait à des critiques de le voir, d'en parler et ensuite d'attirer le public dans les salles. Ça m'a fait penser qu'il y a une transition là avec le cinéma du néo-réalisme, parce que c'est André Bazin qui appelait ce cinéma, cette période, l'école de la libération. Alors c'est vrai que pour les Italiens, ils sont en plein fascisme avec Mussolini, et ils sont en train d'essayer de quitter le cinéma traditionnel appelé des téléphones blancs, pour faire du cinéma néo-réaliste. Bon. Oui, ce qui est impressionnant aussi, c'est l'aspect, tu en as parlé tout à l'heure, ce que moi j'appelle l'aspect pédagogique, parce que ça me concerne un petit peu aussi, c'est qu'effectivement, tu as fait aussi des formations d'acteurs, la réalisation au Conservatoire libre du cinéma français, la direction des stages de scénario. T'as aimé toujours cette transmission, quoi. J'ai aimé, et puis, mais je me suis jamais... Le problème avec l'enseignement, ce qui est amusant, c'est de construire un cours. Par exemple, au CLCF, là, j'ai construit un cours de réalisation, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qui n'est pas fait, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui traitent ça spécialement. Et la première année, on travaille, on fait ça. La deuxième année, on corrige. La troisième année, c'est bien, ça marche. Il faut faire autre chose. Et est-ce que tu mets là-dedans, par exemple, en 1973, le livre « Le cinéma et ses techniques » ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un outil pédagogique. Oui, c'est-à-dire c'est particulier, c'est tombé pendant mon service militaire où je m'empoisonnais, donc j'avais fait les officiers de réserve, ça me permettait aussi d'éviter de partir en Algérie, et c'était l'époque de la guerre d'Algérie, et je fais l'école d'application des transmissions, je laisse tomber, je ne réponds pas. J'ai fait l'école d'application des transmissions pour sortir officier. Et là aussi, je me suis beaucoup intéressé. Je suis sorti premier une fois de plus, chaque fois que je faisais l'école. C'est une manie. Et du coup, Rémi Tessonneau, qui était un ami et qui dirigeait l'IDEC, et avec lequel j'étais resté en contact, m'a dit, vous ne savez pas ce que vous devriez faire, Michel, pas ce que vous devriez faire. Vous avez en ce moment l'occasion d'avoir une formation technique. Par l'IDEC dont vous sortez, vous avez une formation artistique. Et bien, vous devriez écrire. Il n'y a pas un bon manuel en ce moment de cinématographie. Pourquoi vous n'en profitez pas alors que vous avez en vous, tout ça est frais encore dans votre tête, tout ça. Il a eu raison, alors j'ai fait ce livre, j'ai eu 6 éditions successives, ça a été présenté un peu partout dans le monde, traduit même, dans certains cas, ça a été traduit en vietnamien d'abord. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai fait ça. J'en suis content, beaucoup de gens... Alors maintenant c'est complètement obsolète. Oui,
changé, mais c'est quand même une excellente idée Oui, j'ai bien qui a été soufflée. Ça a servi. Il y avait une brèche à... C'est sorti en 58 et je peux dire que ça a servi de manuel jusqu'à à peu près 88 ou un truc comme ça. Ah oui, quand même, parce que quand on voit jusqu'à l'arrivée du... jusqu'à l'arrivée du numérique, quoi. Oui, du numérique, c'est ça. Voilà. Parce qu'on voit quand on voit la vitesse d'évolution de la technologie, que tu tiennes un ouvrage comme ça à 30 ans... oui, mais la technologie n'a pas tellement évolué. Sur le cinéma. La façon dont je faisais du cinéma en sortant de l'IDEC et la façon dont je faisais du cinéma au moment où je me suis arrêté d'en faire, c'était la même. Oui, c'est ça. Après, le passage au numérique, le passage au numérique quasiment a bouleversé les choses. Bouleversé les choses. Parce que le tourner devenait gratuit. Et quand les choses deviennent gratuites, elles deviennent faciles. Et la qualité baisse. Et quand les choses deviennent faciles, il faut s'accrocher pour ne pas se laisser entraîner par la facilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des grands films aujourd'hui avec le numérique, mais je veux dire, disons que c'était très très attentif. Eh ben, en fait, c'est vraiment une excellente transition parce que j'avais vraiment envie, Michel, de connaître justement, parce qu'avec ce parcours que tu as, le niveau des réalisateurs que tu as eu la chance et puis le talent de rencontrer, c'est de quelle est ton opinion, j'aimerais savoir, sur ton cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la situation, le contexte, les produits qui sortent, l'autorité du ministère de la Culture, enfin, ça fait beaucoup de questions. Oui, paradoxalement, je ne suis pas très informé du cinéma vraiment contemporain. Je ne peux pas dire que je m'en désintéresse, mais je suis très conscient que je suis plus partie prenante et je me suis intéressé plutôt à d'autres choses comme à l'écriture ou à la photographie, au voyage. J'ai beaucoup voyagé, on des reportages ou au théâtre, tout ça, ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse, mais je veux dire, je trouve qu'on fait de très bons films, Bon, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas de très bons. J'ai l'impression qu'il y a moins de films iconiques, qu'il y a moins de chefs-d'œuvre comme ceux que Autant on emporte le vent. Ah oui. Des films qui sortent du lot. Voilà, c'est ça. C'est l'impression que j'ai. Par contre, beaucoup de films, moi j'ai vu beaucoup de films qui sont. Je sais pas, j'ai vu. Longtemps quand même. J'ai pas vu vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Enfin, on voit des bons films, il n'y a pas de problème. Mais le problème, aussi, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a une bascule avec la série télévisée. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand je me suis mis à faire de la série télévisée... Tu fais beaucoup de télévision, oui. C'était l'essentiel de mon œuvre, la télévision. C'est là, j'ai les scènes d'or, j'ai tout ça, voilà. Quand j'ai fait une série télévisée, j'avais du mal à attirer des acteurs qui faisaient du cinéma, tout ça. C'était considéré comme quelque chose pas d'inférieur, mais d'inférieur, si, il faut bien le dire. Ça joue pas assez pour la notoriété, peut-être, des comédiens. Petit à petit, en plus de soi, j'ai eu La Demoiselle d'Avignon, L'homme qui revient de loin, La cloche tibétaine, j'ai eu beaucoup de grands succès avec mes séries. Donc à ce moment-là, disons que tout ça a contribué, ce que j'ai fait, ce qu'ont fait d'autres metteurs en scène de télévision comme Mazoyer ou d'autres, pour élever le niveau, si bien que maintenant, le niveau de la série, faire une série pour un metteur en scène ou un acteur, c'est aussi important que faire un film. Oui.
Mais je crois que enfin, tu vas me dire si tu me contredis ou pas, mais quand même, dans la période où tu crées des films, il y a une grande liberté. Est-ce que tu as senti des fois que tu étais retenu par une propagande ou une censure? Non. Voilà, tu vois. J'ai eu la chance. Je pense que ça, c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai raccroché les gants. Ouais. C'est que pendant les 25 ans où j'ai fait 25 ans, 13 grandes séries de télévision et une vingtaine de téléfilms. J'ai pas arrêté. Et on t'a laissé les mains libres, quoi. J'ai été raisonnablement libre, parce que jamais personne n'est complètement libre. Oui. Mais raisonnablement libre, c'est-à-dire que j'étais tenu par des budgets quand même, quoique dans Fabien de la Drôme, j'aurais dépensé 3 milliards de centimes. Hein, je veux dire, j'ai fait des films d'époque qui demandent beaucoup de moyens. Qui coûtaient cher. J'ai eu quand même, d'une façon générale, j'ai eu les moyens qu'il fallait. Et en tout cas, je n'ai jamais eu de pression politique. Oui, c'est important, mais c'est pour ça aussi que ça permet de resituer aussi des une choses. fois, et c'est amusant, pour La Neige de Noël, qui était un film sur la drogue, et sur lequel le film, je le reconnais, c'est celui qui vient de repasser l'année dernière à Rambomina. Bon, d'accord. Parce que le film a été interdit, et ensuite les dossiers de l'écran ont pris sur le thème, peut-on tout montrer à la télévision, et c'était une occasion de montrer le film. Donc le film est passé quand même. Hein. Donc, le film est passé. Hein. Oui, et je reconnais maintenant que j'ai vu le film était un peu pervers, parce que c'était à la fois, on accusait bien sûr la drogue, tout ça, mais c'était un petit peu aussi un mode d'emploi. À la fois une condamnation et peut-être une incitation, faire un petit côté ambigu, on va dire. Il y avait une perversité. Alors évidemment, dans tout ce panel de compétences, il y a, et je l'ai noté chez ces grands auteurs qu'on a parcourus, c'est quand même toujours cet attrait pour le théâtre. Hein. C'est-à-dire que là je vois que en 2019, en 2021, tu joues Othello, en 2022 tu joues Le Malade imaginaire. Alors toujours dans l'équipe de Jean-Luc Génère, Othello, non pas forcément. Ouais, souvent. Et même là, 2022, c'est tout frais. Hein. Oui, c'est tout frais. Le Malade imaginaire, je l'ai joué encore jusqu'il y a un an. Et là, avec mes problèmes de mobilité, c'est compliqué, surtout au Théâtre où il y a des marches et tout ça. Oui, là-bas, c'est casse-casse. Tu vas pas me casser la gueule en scène. Comme Molière. Non. Oui, d'accord. Et là, effectivement, et alors j'aimerais bien, on va pouvoir en venir aussi à ta partie écrivain, quoi. C'est-à-dire t'écris des romans, et t'écris 2 livres sur les Lumières, ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Les frères Lumière, c'est ça? C'est mes mémoires. Oui, c'est les mémoires. Ouais. Mais il y a un clin d'œil à la santé des frères Lumière. Et mes années Lumière. C'est un parcours, c'est ton tout mon parcours de cinéaste. De cinéaste, d'accord. Que j'ai arrêté en 1995. Hein. Alors pourquoi il y a 2005 et 2007, ces 2 livres qui séquencent 2 périodes différentes? C'est parce qu'ils sont parus à 2 ans d'intervalle. J'ai pris tout mon temps pour les écrire, pour les publier. Après avoir écrit le premier, il a fallu que je trouve l'éditeur, que je trouve tout ça. Bon c'est... D'accord. Ça a bien plu. Alors, j'ai bien envie de parler aussi de 20 ans, l'an 40. Parce que ça concerne justement un couple, je crois, qui est perturbé entre une histoire d'amour et puis l'histoire le jeune homme est obligé de faire ses devoirs militaires, on va dire. Enfin, je le fais vraiment Non, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué que ça. 20 ans, 40, c'est plus compliqué que ça. C'est un couple de jeunes qui désirent aider la résistance. Oui. Ils ont un contact avec la résistance, et ce contact leur dit, si vous voulez aider la résistance, pourquoi vous engagez-vous pas dans la milice? Vous servirez de sous-marin, quoi. C'est ça. Ils s'engagent dans la milice, et à ce moment-là, leur contact disparaît, si bien qu'ils sont embarqués dans la milice malgré eux, et à la libération, ils sont traités comme des miliciens.
Ça se retourne. Voilà, ça se retourne. En gros, c'est l'histoire. Oui, voilà, en fait, dans le résumé qu'on trouve sur les sites officiels, c'est une page ambiguë de notre histoire au début de la Deuxième Guerre mondiale. Cette description-là. Oui. Mais alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est toujours d'essayer de tirer un peu une autre ficelle, c'est-à-dire que là, ça décrit la fin de non, c'est 1940, on est au début de la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça commence en 42 et ça finit en 44. On est en pleine guerre mondiale. Moi, j'avais des souvenirs, hein. Moi je suis né en 31, oui. Donc c'était entre mes 10 ans et mes 15 ans, quoi. Donc on se rappelle encore. D'accord, donc il ne faut pas se fier au titre l'an 40. Non, ça se passe, oui, 20 ans l'an 40. 42. Parce que mes personnages ont 20 ans en l'an 40. D'accord. Donc ce qui leur arrive, ils ont 22 ans, quoi que ce soit. En 42, d'accord. Alors évidemment, comme là, on a... Quand même, tu vois bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut rapprocher les deux périodes, parce que quelque part, là, on est 40, 42, 43. Aujourd'hui, on a tellement d'actualités qui nous font peut-être envisager une troisième guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on est... Tu sens encore la présence de ces forces antagonistes, avec des résistants, des collaborateurs? Non, l'occupation, c'était quand même très particulier. L'occupation... Nous, on était partis en 40 comme tout le monde. On avait parents avaient un pavillon à Chaville-Vélizy, et on arrive, on rentre chez nous, quoi. Alors c'est parce qu'on est c'est pas question de voiture, on était venu par le train, tout ça. On sonne chez nous. D'abord, on essaye de rentrer pour voir que ça ne marche pas. On sonne chez nous, la porte s'ouvre, c'est un Allemand en uniforme qui nous reçoit, qui est équipé chez nous par les Allemands. Et on subissait l'occupation. Effectivement, on était... Bon, on est dans du concret, là. Voilà. Ça n'a rien à voir avec... Oui, mais aujourd'hui, tu sens pas qu'il y a des tensions dans l'atmosphère ambiante, hein, je veux dire, même sur Paris. Bien sûr, il y a des tensions, mais alors les tensions, il y en a toujours. Quand on parle des 30 glorieuses, c'est vrai, mais les 30 glorieuses, ça a été aussi la guerre d'Algérie, ça a été tout ça, des tensions, Enfin là, elles sont un peu plus exacerbées avec les tensions et des guerres entre pays. Oui, d'accord. Donc toi, ça t'inquiète pas plus que ça. Tu vois pas qu'on est à la... Enfin, tu vois pas ou tu sens pas qu'on est à une veille de troisième guerre mondiale, quoi. Parce que c'est vrai, quand on se rapproche de la période... J'imagine pas, parce que paradoxalement, j'ai confiance dans les Chinois. C'est des gens qui veulent pas la guerre. Ah, c'est vrai. Peut-être qu'ils veulent Taïwan, mais en dehors de ça, ils veulent pas la guerre. Profondément, c'est un peuple pacifique. Oui, la guerre ne les arrangerait pas. C'est vrai, de toute façon. Parler aussi en 2012-2013, 2 livres, Adieu la vie, adieu l'amour, et Il était une fois un clap. Ah oui, c'est un roman ça raconte l'histoire de 2 cinglés de cinéma qui veulent à tout prix faire un film, et qui finalement réussissent à travers toutes les péripéties possibles, voilà. C'est un truc amusant, c'est pas... Tu parles d'Il était une fois un clap, en 2013. Alors, Adieu la vie, adieu l'amour, c'est l'histoire d'un jeune aristocrate du Périgord, appelé en 1914 comme officier patriote. Et entre les mutineries, il est obligé de faire un choix cornélien entre dire au revoir à la vie ou à l'amour de la femme qu'il aime. Finalement, il passe en Espagne. Il est accusé de désertion. Oui. C'est celui des 3 que je préfère. Et c'est alors ce goût pour l'écriture, il était là de façon latente. Ces 3 romans, c'est des scénarios que j'ai pas pu faire. Ah d'accord. Ah oui, non, mais c'est bien de savoir ça, on ne peut pas le deviner. Oui, c'est des scénarios. C'est très très étrange, tu sais pourquoi? Pas pourquoi, il y a des cas où tout d'un coup, le vent se prend dans tes voiles et puis un projet, hop, se met à avancer, tu sais pas pourquoi. Puis il y a des cas, un projet auquel tu tiens, le vent se met contre toi et tu rames comme un malheureux. Et là en particulier, 20 ans dans 40, j'avais essayé des quantités de fois. Et puis je sais pas, ça s'est jamais fait, je sais pas pourquoi.
Ah donc c'est intéressant, on ne pense pas à ce cheminement. C'est parce que ça devait être à l'origine devenir un scénario que ça n'a pas abouti. D'ailleurs, l'écriture du roman, j'en suis conscient, est scénaristique. Hein, c'est-à-dire que je ne suis pas un vrai romancier. Oui. Je suis un scénariste qui écrit des romans, c'est pas pareil. C'est donc un roman, en fait c'est un scénario qui n'a pas abouti. Voilà, c'est ça. D'accord. Et sur Adieu la vie, adieu l'amour, je regrette. Ça allait être pris, et au même moment, mon ami Yves Boisset, qui nous a quittés l'année dernière, présente un autre film sur la guerre de 14, un autre projet. Et les deux projets étaient ensemble, et la chaîne ne voulait pas en faire deux sur la guerre de 14 la même année, ce que je comprends bien. Ils ont pratiquement tiré au sort, quoi. Enfin, puis finalement, ils ont pris celui de Boisset. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais déjà l'an 40, tu as toujours ces deux œuvres en fait, en rapport avec la guerre, que ce soit celle de 14 ou celle de 40, on voit quand même que c'est quelque chose qui t'a marqué. Celle de 40, j'y étais, enfin jeune, mais j'y étais. Jeune. Et celle de 14, j'ai été nourri par les récits de mon grand-père l'avait fait, tous les gens qui avaient, quand j'étais petit, qui avaient une cinquantaine d'années, avaient fait la guerre de 14 et racontaient tous la guerre de 14. Donc, je ne l'ai pas vécu, mais disons que j'en ai tellement entendu parler que... Si tu avais entre les mains aujourd'hui des jeunes réalisateurs ou des jeunes passionnés par le cinéma qui voudraient se lancer dans le cinéma, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Vas-y. D'accord. Je pas de conseil. Mais tu leur dirais pas de plutôt privilégier de faire attention à ça plutôt qu'à ça, et puis privilégier. Je pense que ce qui est le plus important dans notre métier, qui a différentes facettes, c'est quand même la direction des acteurs. D'accord. Parce que pour obtenir parce que c'est là la chose la plus difficile, la plus délicate, et qui ne s'explique pas, qui est très difficile Oui, qui est un peu de l'ordre de la magie, quoi. Qui est de l'ordre de la magie, des rapports personnels, quoi. C'est ça. Voilà. Mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres aspects, l'aspect technique, l'aspect scénariste, le contrôle du scénario, l'écriture éventuellement, ou sinon l'écriture, même si on prend un scénario qui n'est pas de soi, il faut le mettre à sa main, bien sûr. Donc, contrôle du scénario, chef d'équipe et maîtrise de la technique, direction des acteurs. Je pense que moi, c'est la direction des acteurs qui est l'élément le plus important. Comme d'habitude, pour essayer de relier l'histoire que je vais raconter aujourd'hui avec des souvenirs personnels. Alors, je n'ai jamais connu Sergio Leone, mais par contre, j'ai rencontré un cas très particulier, un de ses collègues, Sergio Corbucci, dans une occasion, c'est une histoire que j'ai racontée déjà lorsque j'ai parlé de mes mémoires, bien sûr. Les personnes qui la connaissent veulent bien m'excuser de me répéter. Je tournais en Afrique du Sud le feuilleton Les Visiteurs, qui est une histoire de science-fiction, et je tournais dans un parc naturel près de Johannesburg. Et j'avais demandé l'autorisation de tourner à un point précis du parc. Et en arrivant le matin, voilà qu'il n'est pas que je tombe sur une équipe italienne qui tournait au même endroit, au même moment. L'administration du parc avait fait une énorme connerie en donnant l'autorisation de tourner au même endroit tous les deux en même temps.
Et c'était Sergio Corbucci qui tournait un des nombreux western spaghetti Bud Spencer Terence Hill. Et donc, je suis trouvé confronté avec le collègue, je vais voir mon collègue, on parle ensemble, on se met. Heureusement, moi je tournais dans un sens, je tournais dans l'autre, donc on s'arrangeait, les deux équipes étaient dos à 50 mètres à deux, et les assistants s'étaient organisés, au sifflet, on faisait le silence pour laisser tourner les autres, 2 coups de sifflet, on pouvait reprendre un nom. On s'était organisé, et ça se passait très bien. Et donc en fin de journée, je vais aller voir mon collègue pour le remercier, et j'arrive, je vois l'équipe italienne en pleine excitation, ils tournaient un coucher de soleil. Donc tourner un coucher de soleil, ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut mettre, pour rattraper, et on est en contre-jour, et pour rattraper le contre-jour, et pour voir les visages des acteurs, il faut mettre des appareils très lumineux, très puissants, pour rattraper en partie la force du contre-jour. Donc c'est des appareils lourds, donc les électriciens se dépêchaient, mettaient tout en place, vite, parce que pendant ce temps-là, le soleil descendait. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, il est tellement descendu qu'il a disparu, et le directeur photo a fait signe à Corbucci en disant « bah non, on ne peut pas tout ça. Allez, on replie tout. » Et Corbucci a dit « non, attendez, c'est bien qu'il va ressortir. » Parole d'honneur. Ça montre la mégalomanie des metteurs en scène. Léoné devait être tout à fait de cette race-là, sinon pire, si j'ose dire. Voilà. Donc il était une fois dans l'Ouest. Parole maintenant à Olivier Rajman. Sergio Leone, 1968. Les 10 premières minutes donnent le ton. Le metteur en scène plante son décor comme pour une tragédie classique ou un western de l'âge d'or hollywoodien, ce qui revient au même. Quelque part entre William Shakespeare et John Ford, quoi. Du côté du train sifflant à 3 fois. 3 hommes vêtus de longs vêtements cache-poussière, 3 tueurs, débarquent dans une gare du bout du monde, en plein désert, et attendent un train. La scène est censée se dérouler en Arizona. Elle a été bien sûr tournée en Espagne, dans la petite localité andalouse de la Calahorra, près d'Almeria. Un chef de gare hors-d'âge, une squaw, un oiseau en cage, sont les seules présences perturbant la prise de possession de l'espace par les 3 malfrats qui attendent leur proie. Mais, premier décalage avec le modèle invoqué, le train sifflera 3 fois, au lieu du joli chaos de bois des westerns hollywoodiens, il y a des morceaux de bois pêle-mêle et même un rail au milieu. Deuxième dissonance, dans toute cette séquence, le son se base uniquement sur des bruits naturels amplifiés. Des portes qui grincent, que l'on claque, l'oiseau, les crissements sur le sable, un moulin qui couine, qui a besoin d'être vilé. À l'origine, Ennio Morricone avait composé un thème. Ça n'allait pas. Leone et lui ont décidé d'orchestrer la bande sonore avec tous ces sons naturels. Et c'était une création appelée à faire date. À l'image d'ailleurs de ces gros plans sur les visages permettant de discerner chaque pore de peau du personnage. À l'instar d'une action en suspense, sans parole, le premier dialogue n'intervenant qu'à la 11e minute. Le temps pour la proie descendue du train d'abattre de façon fulgurante les 3 hommes venus le tuer, car si Sam Peckinpah filme la violence au ralenti, Sergio Leone sait la faire exploser après une entière matière angoissante. En cela aussi, il brouille les pistes du western classique et il innove. Comment tracer son sillon tout en se renouvelant? L'œuvre d'un artiste n'est en fait que d'infinies variations autour d'un même thème. Sergio Leone se pose la question alors que triomphe en salle le bon, la brute
et le truand. Ultime volet de ce qu'on a appelé sa trilogie du dollar. Premièrement, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et donc le bon, la brute et le truand. Après ces prototypes du western spaghetti, il attend s'atteler à un film un peu plus profond. Explorons ses obsessions propres. Son ami producteur, Norbert Sala, nous livre l'une de ses clés. Sergio était quelqu'un qui avait une grande culture historique. Il m'a ainsi expliqué pourquoi à l'origine il y avait tant de putes en Amérique et le puritanisme qui en avait découlé. Décidé dans sa réflexion à s'adjoindre les services d'une nouvelle équipe d'auteurs, il fait appel aux jeunes scénaristes et futurs réalisateurs Bernardo Bertolucci et Dario Argento. Admirateur de la nouvelle vague, de Godard à René, Bertolucci ne ménagera pourtant pas son enthousiasme à l'égard de l'auteur de Pour quelques dollars de plus, affirmant qu'il était le seul, en dehors des 4 grands maîtres qui étaient Rossellini, Antonioni, Visconti et De Sica, à proposer quelque chose de neuf et de différent. Pour ceux qui, comme moi, de ma génération, s'intéressaient au cinéma et envisageaient d'en faire leur métier, on a eu le film américain par excellence, Citizen Kane, et on a eu Les Enfants du Paradis, qui est un film superbe et qui est un film qui tient du miracle, parce que ce film, il faut bien comprendre, a été tourné pendant les derniers mois de l'occupation allemande, avec tous les problèmes que posait la traque des Juifs, le fait qu'il y avait des collaborateurs, le fait et qu'on manquait de tout. Et c'est grâce à l'autorité de Marcel Carné, qui était infaillible, que le film a finalement vu le jour. Je vais maintenant repasser la parole à notre ami Olivier Rajman, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Le paradis est né sur le rivage de la baie des Anges. En pleine occupation, mais en zone encore non occupée par les Allemands, nous on appelait ça la zone nono, la zone non occupée par les Allemands. À l'été 1942, en effet, le tournage des Visiteurs du soir n'est pas achevé au studio niçois de la Victorine, que son auteur, Jacques Prévert, et son metteur en scène, Marcel Carné, songent déjà à leur prochain film. Le 6e en commun, depuis Génie en 1936, et une suite ininterrompue d'œuvres inspirées, de drôles de drames au jour se lève, en passant par le Quai des Brumes. La sortie triomphale en décembre des Visiteurs du soir convainc le producteur André Paulvé, qui donne au duo carte blanche. Prévert, qui a l'habitude d'écrire en fonction d'interprètes, rêve, lui, d'un Milor Larsouille, qu'incarnerait Pierre Brasseur. Le projet, toutefois pour savoureux qu'il soit, paraît risqué en ces temps où l'étalage de luxe que promet Miller ferait désordre à l'écran, tandis que la France, il faut le dire, crève de faim. L'idée est abandonnée, et c'est alors, écrira Carné, que désœuvré, en proie à un certain agacement, comme le connaissent bien les réalisateurs en quête d'un sujet, nous nous heurtâmes, Jacques et moi, à Jean-Louis Barrault, flânant le nez au vent sur la promenade des Anglais. Descendu sur la côte d'Azur pour rejoindre son épouse Madeleine Renaud, qui tourne Lumière d'été à cette même Victorine, sous la direction de Jean Grévillon, le comédien est ravi de cette rencontre, et ce sont eux, il ne l'a pas oublié, qui l'ont révélé au cinéma grâce à Génie et à Drôle de drame. Barrault, toutefois, et malgré ses premiers pas dans le cinéma, est avant tout un fou de théâtre, un fou de la scène. Et devisant à la terrasse d'un café
avec Carnet et Prévert, il ne fait qu'il leur parlait que de théâtre. Jusqu'à ce que le poète scénariste Prévert lui dise, à propos de théâtre, t'as pas une idée de sujet? Conscient de l'attente du metteur en scène et de son auteur, l'interprète se révèle un véritable sourcier. Pour le cinéma, suggère-t-il à Prévert, tu devrais raconter l'histoire d'un mime en opposition avec un acteur parlant. Par exemple, De Muro et Frédéric Lemaître, deux artistes du Paris romantique du XIXe siècle. Carnet redouble d'attention lorsque Marot lui relate un drame survenu sur le boulevard du Temple, qu'on appelait alors justement le boulevard du crime, en raison des mélodrames sanglants qui s'y donnaient, quand Baptiste de Muro assista à l'attaque de sa compagne par un ivrogne. Le mime, pour la défendre, avait, selon Barrault, tué l'agresseur par mégarde d'un coup de canne. Tout le boulevard du crime s'était précipité au procès, bien sûr. Mais pas tellement pour voir de Muro acquitté, pour entendre le son de sa voix, que personne n'avait jamais entendu, puisqu'il s'était complètement spécialisé dans le mime. À l'évocation de cette anecdote, Prévert et Carnet s'enflamment. L'idée nous paraît sensationnelle, écrira le cinéaste. Jamais l'époque, et l'idée de faire revivre le boulevard du crime tel qu'il existait alors me séduisait particulièrement. Tandis que Prévert creuse le sujet, il le creuse d'une façon particulière parce qu'avant d'écrire une ligne, Prévert griffonnait sur un tableau. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion, je vais vous montrer, j'ai un facsimilé de ce tableau que j'avais trouvé à la Cinémathèque lors de l'exposition sur les enfants du paradis. C'est amusant de voir vraiment la toute première action de créativité à propos de ce grand film qui est devenu un chef-d'œuvre. Donc, tandis qu'il creuse le sujet, Carnet remonte à Paris afin de dénicher de la documentation sur la vie artistique sous Louis-Philippe. Une époque foisonnante qui voit les plus grands auteurs, de Dumas à Hugo, de Balzac à Vigny, de Musset à Lamartine, produire leurs œuvres maîtresses, et le théâtre vivre une superbe floraison. Les investigations des réalisateurs le conduisent au musée Carnavalet, ainsi qu'au cabinet des estampes. Ce que j'y découvre, écrira-t-il, dépassa mes espérances. Je trouvais absolument tout ce que je cherchais, dans les estampes du temps. Des documents sur le boulevard du crime, sur les funambules, les autres théâtres, des dessins d'estaminets, même les silhouettes de marchands de rue qui exerçaient les petits métiers de Paris. Par ailleurs, conseillé par le comédien Marcel Héran, Carnet écume deux librairies de la rue de Seine, spécialisées dans l'histoire du théâtre. Et c'est là qu'un ouvrage de Jules Janin lui apprend que le petit peuple appelait l'amphithéâtre d'une salle de spectacle le paradis. Ah! On n'a pas eu l'idée tout de suite d'appeler le film, il s'appelait Les Funambules à l'époque. Mais l'idée devait bientôt ressurgir. Un autre livre de Théophile Gautier retient son attention, qui évoque la plus célèbre pantomime de Muro, qui s'appelait Chandali, Marchand d'Ali. Pendant ce temps, non loin de Nice, dans cette grande bâtisse de Tourette-sur-Loup, baptisée le Prieuré, où il vit avec des proches, dont le décorateur Alexandre Trauner, Prévert redéfinit l'opposition entre le timide de Muro et l'exubérant Lemaître, en élargissant sa fresque. Jacques, racontera Trauner, voulait un troisième personnage qui avait vécu à la même époque et qui l'intéressait beaucoup. C'était Lassner, un poète, un anarchiste avant la lettre, un dandy du crime, qui avait tout seul déclaré la guerre à la société. Prévert a toujours été préoccupé par les criminels, par le crime, et connaissant les mémoires de Lassner, celui qui se qualifie de rêveur réalise qu'il va devoir produire un scénario au cordeau, servi par un flot de dialogue, d'autant plus qu'il envisage très tôt de développer un quatrième personnage, une femme bien sûr cette fois,
celui d'une femme chérissant sa liberté, qu'il prénomme Garance et qu'il réserve à son ami Arletty. Aujourd'hui, donc, c'est Chinatown. 1974. Comment naissent les films, hein? Dans le désir et la douleur, au terme d'un processus créatif de longue haleine, comme c'est le cas de Chinatown, mais aussi, comme c'est également le cas de Chinatown, parfois avec l'amitié pour moteur. Nous sommes en 1957, 15 ans avant la réalisation du film. Robert Towne et Jack Nicholson se rencontrent dans un cours d'art dramatique. Ce premier, 23 ans, souhaite déjà devenir scénariste. Le second, Nicholson, âgé d'à peine 20 ans, veut tout à la fois faire l'acteur, écrire des films et les mettre en scène. On avait des ambitions similaires, se rappellera Towne. Les jolies filles dans notre cours ne voulaient pas sortir avec nous parce qu'elles sortaient avec des types plus âgés qui pouvaient les emmener au mythique night club Mocambo. On partageait donc nos rêves et nos espoirs d'avenir. Et en ce sens, je n'ai jamais été plus proche de quiconque que de Jack. Bob Towne ne voue pas seulement un culte à l'ami de jeunesse, il admire aussi chez Nicholson le comédien né, charismatique en diable, dont le jeu est prêt à se déployer. Kid, l'interpelle-t-il un jour, tu vas devenir une star de cinéma et je vais écrire des scripts pour toi. L'idée ne me quitte pas. Au point qui s'en ouvre, au printemps 1970, donc 10 ans plus tard, à sa compagne, l'actrice Julie Payne. Je veux écrire un film pour Jack, assure le scénariste, plus obsessionnel que jamais. Or, à l'époque, Nicholson vient d'exploser en second rôle détonnant dans Easy Rider. Mais il ne s'est pas encore vu offrir d'emploi sur mesure. Sachant que Bob et Jack ont travaillé ensemble pour le maître de la série B, Roger Corman, Payne demande à son petit ami dans quel registre il aimerait voir son vieux copain s'illustrer. Dans un policier, peut-être avec Jane Fonda dans le rôle de la blonde de service, répond Bob, mesurant ses effets. Et ça parlerait de quoi? Leur lance Julie, intriguée. De Los Angeles, dans les années 30, avant la guerre. Comme vous le voyez, au départ, c'était très vague. Ton n'est pas plus avancé. Mais les fans de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, et ils souhaitaient créer un nouveau Philip Marlowe, vous savez, le détective privé légendaire des films noirs américains. Pour servir quel propos? Désireuse d'aimer son compagnon, Julie Payne se rend à la bibliothèque d'Eugene, dans l'Oregon, où réside le couple le temps d'un tournage, et se laissant guider par son instinct, emprunte un livre intitulé Southern California, An Island on the Land. Son auteur, Karen McWilliams, il développe une théorie selon laquelle la climatologie et la géologie déterminent une philosophie propre à Los Angeles, à son environnement, à ses habitants. En effet, quasiment tout dans cette région a été importé, écrit-il. Les plantes, les fleurs, les arbres, les gens, l'eau, l'énergie électrique, et dans une certaine mesure, même les sols. C'est vrai, alors que San Francisco est une ville avec des racines, une ville consciente de son histoire, attentive à ses traditions, éprise de son passé, une ville de parcs, de monuments, de statues. En revanche, on chercherait en vain une statue à Los Angeles. Je ne sais pas si vous voulez aller à Los Angeles, mais c'est un fait qu'on ne peut pas faire 10 mètres à pied. Si on n'a pas de voiture, on est sur une île déserte. Cette mégalopole sans âme, peuplée de déracinés et propice à l'isolement des êtres, s'avère plus inhumaine encore après la grande crise de 1929 et la récession touchant quantité de travailleurs précarisés. Ce contexte est ce qu'il induit,
Sydney Stone, par ailleurs fervent écologiste. Ainsi relit-il attentivement un des chapitres du livre de McWilliams intitulé « De l'eau, de l'eau, de l'eau ». Commençant à entrevoir une histoire de corruption liée au détournement de cette source de vie, le scénariste s'appuie sur la personnalité et le parcours controversé de l'ingénieur des eaux, William Mulholland, qui au début du XXe siècle dirigea la construction du premier aqueduc, ayant permis la formidable extension de Los Angeles, mais tout en provoquant un grave conflit avec les agriculteurs d'une vallée voisine qui allait se trouver désormais asséchée. Il avait commencé à avoir donc le squelette de son intrigue maîtresse. Noirci à dessin et rebaptisé Noah Cross dans le script de Tone, l'ingénieur corrompu devient un notable puissant, dissimulant derrière son onctuosité de façade une extrême violence, ainsi qu'un double secret. Outre sa manipulation des lois sur le contrôle de l'eau, Cross a en effet entretenu une relation sexuelle avec sa propre fille, Erin Mulray, dont est né un enfant. Tone se concentra sur l'aspect innovant constitué l'inceste. Il avait en quelque sorte un deuxième élément de son intrigue, mais il lui restait bien sûr à déterminer le rôle d'un détective qu'il avait prévu pour Nicholson. Situant son intrigue en 1937, Tone écrit le 26 février 1971 sa séquence d'ouverture qui se déroule dans le bureau de Jeet, la détective. Le contraste entre ce privé ordinaire, qui ne rechigne pas à s'occuper de l'affaire de divorce, et la révélation extraordinaire occasionnée par son investigation fait naître de ses vies que dans une atmosphère étrange, faussement ouatée et soyeuse, une réalité tendue et pernicieuse, mais des idées a priori intéressantes qui vont s'avérer néfastes finalement pour l'architecture du scénario. Très bien, eh bien, merci de votre présence pour ce film qui n'est pas facile. Et comme toujours, j'aime bien commencer en essayant d'évoquer un souvenir qui a plus ou moins un rapport avec le film. Je ne connaissais pas Kubrick, mais je connaissais bien le directeur du Rex à Paris, où est sorti 2001 l'Odyssée de l'espace. Il est sorti dans 3 cinémas. Et il avait été très très surpris. Kubrick lui-même était venu à Paris, vérifier la version française, projeter dans toutes les salles d'exclusivité une bobine de son film pour s'assurer que les appareils de projection étaient bien réglés et qu'on voyait son film avec les bonnes lumières. Et il faisait, paraît-il, la même chose dans toutes les grandes villes d'Europe, et d'Amérique aussi, bien sûr, d'Europe, où son film sortait. La même chose à Berlin, à Rome, tout ça. Alors, comme vous le voyez, on a affaire à un perfectionniste. Perfectionniste qui va s'illustrer, donc, dans ce film 2001, l'Odyssée de l'espace. Limiter ce film révolutionnaire à un seul genre, la science-fiction, serait trompeur. Poème métaphysique, voire philosophique, visionnaire, le projet de Kubrick s'impose, comme s'impose ce monolithe qui réapparaît à plusieurs reprises dans le film, avec son mystère. Monolithe, on comprend qu'il est destiné à bouleverser le destin de l'humanité. Si l'œuvre est l'une des plus analysées et si les clés ne manquent pas pour l'aborder, en réalité, l'ambition première de Stanley Kubrick ne souffre pas d'ambiguïté. Il l'a dit souvent, il voulait toujours faire le meilleur film qui ait jamais été réalisé dans chaque genre qu'il abordait. Il cherchait une sorte de Graal, non pas par mépris à l'égard des autres, mais pour faire mieux. Mais en 1928, cet autodidacte new-yorkais, dont la nature est à la fois celle d'un artiste et d'un scientifique, grandit avec la passion des échecs et de la physique,
du jazz et de la photographie, laquelle devint son premier métier au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Kubrick photographiant un certain nombre de réalisateurs, son récit photo en particulier d'une journée dans la vie du boxeur William Cartier lui inspire un premier long métrage documentaire en 1950, Day of the Fight, le jour du combat. Le plaisir pris à maîtriser les différents paramètres de la mise en scène le décide dans la foulée à devenir cinéaste. Client des salles d'arrêt d'essai, le jeune homme est un spectateur compulsif, avalant chefs-d'œuvre et navets avec le même appétit. Ses premiers films, noirs, reflètent déjà sa virtuosité de réalisateur. Remarqué, puis engagé par l'acteur-producteur Kirk Douglas pour Les Sentiers de la Gloire, qu'il a initié, et pour Spartacus, qu'il a récupéré des mains d'Anthony Mann, Kubrick, allergique à toute entrave, s'offre les moyens de son indépendance. Devenu alors son propre producteur, installé en Angleterre, qui commence par rendre gentiment perverse l'adaptation de Nabokov de son sulfureux roman sur Lolita, puis lâche la bride sur Docteur Folamour. Nous l'avons porté jusqu'alors sur la guerre froide une vision aussi décalée, mais un regard aussi sévère sur les États-Unis, responsable dans Docteur Folamour, à travers un général paranoïaque, de l'apocalypse nucléaire. 4 fois nommé aux Oscars, ce film donne davantage de liberté encore à son auteur. Il l'inspire également pour l'avenir, puisque les premiers plans de Docteur Folamour, les premiers plans nous faisaient découvrir un lieu menaçant, l'inconnu à la limite de la Terre et du cosmos. Les derniers plans montraient l'explosion de la planète. Ils annonçaient tout simplement 2001, Odyssée de l'espace. Cette fascination pour l'univers et la place que nous y occupons, ainsi que la volonté de réaliser un film de science-fiction adulte, ne sont pas nouvelles. Ami de Kubrick, le critique Alexander Walker évoquera une visite à la fin des années 50, donc bien longtemps avant la réalisation de ce film. Le réalisateur aurait plus ou moins admis envisager d'aborder ce genre. Il faut dire qu'à l'époque, la SF nourrit essentiellement des films de série B en noir et blanc. La confrontation de l'homme à une vie extraterrestre inquiétante, sinon menaçante, revient de manière obsessionnelle, comme une métaphore du danger atomique planant alors sur le monde. C'est aussi le cas pour les œuvres se singularisant par leur ambition, depuis Le jour où la Terre s'arrêtera de Robert Wise jusqu'à Planète interdite de Fred Wilcox, qui sont eux tournés en couleur dans des décors soignés sur fond de musique électronique. Mûrissant son intention, le cinéaste en fait part à Robert Carasse, un attaché de presse, lors de la sortie du Docteur Folamour en février 1964. Tandis que les 2 hommes déjeunent au restaurant de l'hôtel Plaza de New York, Kubrick confie à son interlocuteur, qui l'interroge sur son prochain projet: « Ne riez pas, mais je suis fasciné par l'éventuelle existence des extraterrestres. » Si rien n'est encore clairement défini, le réalisateur, rêvant d'un spectacle hors du commun, d'un budget conséquent, envisage un tournage en cinérama, procédé permettant de filmer à 3 caméras positionnées côte à côte pour offrir le plus grand des formats sur un écran panoramique. Précédé de sa réputation et ses scores au box-office, Kubrick présente alors à la MGM une coquille vide, c'est-à-dire un simple titre, La conquête du système solaire. Méthodique, il s'est mis en tête de dresser une liste des grands auteurs de science-fiction et de lire pour chacun d'eux leur œuvre la plus emblématique. Il venait au ciné-club universitaire dont je m'occupais, et on avait pris l'habitude de rentrer à pied tous les deux de la République, où il y avait notre ciné-club universitaire,
jusqu'au pont Alexandre III. Lui, il pensait la Seine et moi je restais de ce côté-là. On a, je sais pas, on a fait ça une quinzaine, une vingtaine de fois. On a parlé cinéma. Je ne sais même pas si on s'est posé la question, est-ce que tu as un père, est-ce que tu as une mère, est-ce que tu as une amie ou quoi que ce soit. C'était extraordinaire et paradoxalement, je n'en garde pas de souvenir, parce qu'on a parlé tellement de choses, de tellement de cinéma. Ensuite, Truffaut, bon là, il a fait la carrière magnifique avec les films que j'admire beaucoup. Et je sais que moi, j'ai fait mon bout de chemin à la télévision. J'aimais beaucoup ses films. Je sais qu'il estimait ce que je faisais. Plusieurs fois, il s'est exprimé auprès d'acteurs qu'on a partagés. Et plutôt, avant de partager des acteurs, on a partagé d'une part une maquilleuse, qui faisait ses films et qui faisait les miens, et surtout un musicien de la rue dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Alors avant d'attaquer ce dernier métro, je voudrais vous rappeler les 4 derniers films de l'aventure des films, les choses de la vie qui font partie du patrimoine et que je pense beaucoup ont vu, mais et ensuite 3 films qui ont été sûrement moins vus. Si vous avez l'occasion de les voir avant que j'en parle, ça serait vraiment intéressant. C'est Le Limier, d'une part, Mankiewicz, c'est Chinatown, et puis enfin Barbie. Étrangement, Olivier a choisi de parler de Barbie. Lorsque je l'ai vu, j'étais surpris. Puis lorsque j'ai vu le film, j'ai compris pourquoi il en a parlé, parce que c'est un film qui est intéressant à bien des égards. Avant, dernier métro, je pense qu'il n'y a pas trop d'adolescents dans la salle, si j'ai bien compris. Je pense qu'il est quand même important de souligner ce que signifiait le dernier métro dans l'occupation. Aujourd'hui, le dernier métro, si vous le loupez, vous prenez un taxi, voilà. Sous l'occupation, le dernier métro était un symbole. Si on le loupait, il fallait traverser Paris. Et traverser Paris sous couvre-feu. On se faisait arrêter par les patrouilles. Si par hasard on n'avait pas de papier ou si les papiers étaient suspects, on était emmené au violon. Et si par hasard un officier allemand ou un soldat allemand était tué, c'est dans le violon qu'ils choisissaient les attaches pour les faire fusiller au Mont-Valérien. Alors je ne dis pas que quand on loupait le dernier métro, on allait se faire fusiller, mais ça crée quand même une ambiance très très particulière. Et je comprends pourquoi Truffaut choisit ce titre, alors qu'on ne voit pas le dernier métro dans le film, pratiquement on le voit symboliquement une fois pour justifier le titre. Je comprends pourquoi il l'a choisi, parce que c'est très très symbolique de ce qui se passait sous l'occupation. En réalité, quand le projet du dernier métro voit le jour, en 1979, François Truffaut est au creux de la vague. Après l'énorme succès de L'Argent de poche, qui n'est pas, à mon avis, son meilleur film, mais qui effectivement a eu un énorme succès, et celui plus relatif de L'homme qui aimait les femmes, il vient de subir 2 échecs. Celui de La Chambre verte, une œuvre intime, obsessionnelle sur le culte des morts, qui était effectivement assez pesant à voir, et surtout celui de L'amour en fuite, qui devait clore en mineur le cycle consacré à son alter ego fictionnel, Antoine Doinel. Donc il est un peu désorienté, et il est à la recherche d'un sujet. Il se tourne d'abord vers Pierre Cast, qui lui propose un scénario s'inspirant d'un épisode de la vie sentimentale de Stendhal et d'un récit aventureux de Joseph Conrad, La Flèche d'or. Mais Truffaut ne parvient pas à imaginer ce qu'il pourra en faire, et il ne ressent pas d'affinité particulière avec Conrad. Pratiquant alors un grand écart, il contacte Francis Weber, c'est vraiment le contraire, qui vient de réaliser Le Jouet, dont l'univers paraît si éloigné du sien. Et l'auteur de L'Emmerdeur lui soumet un scénario intitulé Le garde du corps, mais Truffaut n'est pas accroché. On s'en doute bien, Truffaut n'est toutefois jamais à court d'idées personnelles. Et celle qui dépose sur le bureau de son assistante et co-scénariste attitrée, Suzanne Schiffman, le 29 avril 1979, vient de loin.
Voilà, dit-il, j'ai un dossier sur le théâtre, un autre sur l'occupation. Il faut faire un film avec les deux. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant de voir comment il va, petit à petit, nourrir ces deux dossiers pour arriver à structurer un scénario. Le désir de raconter le Paris vert de gris, le Paris de l'occupation, remonte en fait à ses débuts, mais pour des raisons d'économie, et parce qu'il était, le récit intérieur de sa préadolescence écorchée lui ont fait renoncer en quelque sorte à cette toile de fond historique pour en faire la chronique plus moderne des 4 son coup. Il avait fait ce choix pour son premier film et il a eu sûrement raison. 10 ans plus tard, Truffaut devait par ailleurs préciser son point de vue sur l'occupation. Pour moi, l'image d'une France coupée en deux, entre Allemands et résistants, est fausse. Et étant de l'âge de Truffaut et ayant vécu au même moment cette période, je peux vous dire que c'est un point de vue que je partage complètement.